En vérité, nous travaillons au long cours, le mouvement Insoumis, sur les questions internationales et donc sur les questions militaires et autres. Et c'est au fil du temps que s'est affirmée une doctrine qui a comporté, au fil de sa constitution, des angles morts, des choses incomplètes ou des choses à réviser. Nous pensons que nous voici rendus cette fois-ci à un niveau de maturité qui nous permet d'assumer les responsabilités au niveau où nous-mêmes nous situons notre discours. Je veux dire, le discours des Insoumis sur la question des relations internationales et de la guerre et de la paix est de haut niveau d'ambition. Et par conséquent, quand on a un haut niveau d'ambition, il faut avoir un haut niveau des moyens pour les satisfaire et de la pensée sur le sujet. Comme l'a parfaitement dit Arnaud Le Gall, la question, par exemple, du non-alignement, nous en avons cherché les traductions concrètes. J'ajoute que le mot non-alignement a été choisi au départ, comme d'autres que nous choisissons, dans nos équipes, dont les contours changent suivant le sujet. L'équipe défense et relations internationales, bon, vous en avez vu au moins 3 sous vos yeux, Saint-Toul, Lachaud, qui est le pilier du sujet depuis 10 ans, et puis Le Gall qui mène tout ça avec... enfin bref, il y a toute une équipe sur le thème, et nous voici rendus au point où on a choisi le mot non-alignement pour provoquer l'intérêt. De même qu'on avait choisi planification écologique, alors qu'on nous recommandait de dire plus suavement gestion prévisionnelle. D'accord ? Nous, on a choisi planification parce que dans planification, il y avait l'idée d'une participation démocratique à la prise de décision et qu'il y avait une maîtrise du temps qui, comme vous le savez, dans la pensée insoumise, joue un très grand rôle, le contrôle du temps, la maîtrise du temps, l'analyse et la compréhension du temps en tant que phénomène social. Ça m'amène d'ailleurs à vous dire tout de suite, pour entrer dans mon sujet, qu'il s'agisse de la guerre ou de la paix, nous n'avons affaire ni dans l'un ni dans l'autre cas à une production naturelle et spontanée de l'activité humaine. C'est à chaque fois des choix politiques qui conduisent à l'un et à l'autre. Et en toute hypothèse, la guerre comme la paix sont des questions sociales et des questions politiques. Elles se règlent, elles se nourrissent, elles surgissent du politique et du social, et non pas du mauvais caractère des êtres humains qui spontanément seraient jaloux, méchants et agressifs. Alors ils ont beaucoup de défauts, c'est tout à fait évident, les êtres humains, mais ils ont aussi quelques qualités, au moins celle d'être capables de décider de leur propre destin et de ce qu'ils veulent être. Et puisque cette possibilité existe, alors c'est elle que nous choisissons d'exploiter plutôt que la violence aveugle et dominatrice. Dans ces conditions, la question de ce colloque est arrivée à un moment que je ne peux pas éviter de traiter, alors que ce n'était pas mon sujet au point de départ. Mon sujet consistait à rappeler que la nature de la guerre a changé de nature depuis la Première Guerre mondiale, que si l'on veut bien se souvenir de ce que c'était avant, pour l'essentiel, les guerres opposaient des armées qui se faisaient la guerre physiquement, au début à coups de poing, à coups de bâton, à coups de hache, à coups de tout ce que vous voulez, et puis qui s'est déplacé progressivement, et aujourd'hui, les militaires font la guerre aux civils. Et ils se la font entre eux, évidemment. Mais depuis Guernica, la stratégie fondamentale de la guerre, c'est qu'elle est totale et qu'on tape sur les populations jusqu'à ce qu'elles tombent à genoux, et que la capacité de riposte de celui qu'on attaque soit moralement minée au point qu'il ne se défend plus. Et ça ne s'est jamais démenti. Ça s'est compliqué ou enrichi, ça dépend du point de vue, sur lequel vous placez, d'autres considérations. Évidemment que pour faire la guerre et pousser les gens à s'entretuer ou à supporter des dégâts immenses qui n'ont aucune raison d'être, eh bien, il faut avoir des arguments qui ne soient pas simplement limités à « comme c'est moi le plus fort, je vais gagner ». Mais on n'hésite pas à le dire dans les arguments. Et également, souvent, Dieu est réquisitionné pour dire « nous allons vaincre parce que Dieu est avec nous ». Bon, on ne sait pas pourquoi avec toi plutôt qu'avec l'autre, mais bon, ça fait partie des arguments. On a maintenant rajouté quelque chose de plus, accessible au commun des mortels, le racisme, notamment qui est présent dans tous les raisonnements lorsqu'on parle d'une partie du monde. Écoutez comment on parle de l'Asie, on a l'impression que ceux qui en parlent, ils voient une masse confuse de gens un peu jaunes de peau, mais au fond, tous assimilables les uns aux autres. Des Chinois, des Thaïlandais, des Cambodgiens, des Indonésiens, tout ça, en quelque sorte, pour tous ces beaux commentateurs, c'est du pareil au même.
et c'est des masses innombrables de gens avec qui il est difficile d'arriver à s'entendre et à se comprendre. Mais sur le sol de l'Europe, puisque tout le monde dit qu'en ce moment a lieu la première guerre sur le territoire de l'Europe, il se trouve que là, nous sommes directement sur le terrain de la mémoire de Poisson Rouge qui règne sur à peu près tous les plateaux de télévision, d'information en continu, oublie juste la guerre de Yougoslavie. Et la guerre de Yougoslavie a été le moment pour mettre au point une nouvelle forme de guerre et d'organisation de la dislocation des frontières, qui est le caractère ethnique, le nettoyage ethnique, qui, bien sûr, comme toujours, avait été expérimenté auparavant. Et c'est toujours sur le territoire du continent africain que les dominants ont fait leur cahier de brouillon. Pour les camps de concentration, ce fut le cas d'abord en Afrique, et d'ailleurs les mêmes qui avaient organisé les camps ensuite se sont retrouvés à faire la même sale besogne en Allemagne, et puis ainsi de suite. Et les guerres à contour ou à signification ethnique, c'est aussi là-bas qu'on les a essayées. Je n'en fais pas le détail, parce que sinon ça rallongerait trop mon propos. En tout cas, si la méthode et l'orientation est la même, le résultat n'est pas le même. Guernica a lieu, je dis Guernica parce que c'est l'image un peu, si vous voulez, symbolique de la guerre contre la population. On bombarde nuit et jour jusqu'à ce que tout le monde soit mort ou que tout le monde soit à courir de tous les côtés. Le modèle Guernica a ensuite été accompli par les nouveaux vainqueurs, nous, à Dresde, avec un bombardement de 6 jours ininterrompu, dans le seul et unique but de briser le moral des nazis allemands, ce qui était une évidente nécessité, mais qui ne nécessitait peut-être pas de passer par un moyen pareil, c'est-à-dire la destruction de toute la population civile d'une très grande ville comme l'était Dresde et d'autres après, comme vous le savez aussi bien que moi. Mais nous sommes en 1937 pour Guernica. La différence avec aujourd'hui, c'est 6 milliards d'individus de plus. Nous sommes dans un monde qui comporte 8 milliards d'êtres humains, bientôt 10. En 1950 encore, on était à 2, 8 milliards. Et depuis 2008, l'essentiel de la population du monde vit en ville et dépend de réseaux pour vivre et survivre. Ce qui signifie que quand un objectif de guerre est de frapper une population, on sait où la trouver. Et on sait où la trouver en nombre. Et on sait à quel endroit il faut frapper d'abord. Et il vous suffit d'examiner de quelle manière se déroule la guerre d'Ukraine et auparavant le massacre en Palestine, le génocide, pour comprendre en quoi consistent les guerres modernes. Faire sauter toutes les installations électriques pour qu'il n'y ait plus d'électricité, pour qu'il n'y ait plus de chauffage, pour qu'il n'y ait plus d'approvisionnement. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois. À chaque fois, le modèle de la guerre est le même. Il est assez curieux qu'il n'en soit jamais question, car nous sommes actuellement, le rideau médiatique est en train de retomber. Je dirais l'écran plutôt que le rideau. L'écran médiatique donne à voir quelque chose qui existe dans l'esprit de ceux qui font fonctionner les médias, mais pas forcément dans la réalité. Et le rideau est en train de tomber avec les habituelles assimilations qui empêchent de penser. Car le but des médias n'est pas de nous aider à comprendre, c'est de nous empêcher de penser. Nous empêcher de comprendre ce qui se passe, nous empêcher de comprendre quels sont les intérêts et les intervenants. C'est pourquoi ça peut durer des heures, le système qui consiste à effacer la réalité. La réalité de la guerre contemporaine, c'est le massacre général de tout le monde. S'il y a une cible à une prochaine guerre, c'est la masse de la population. Toutes ces installations stratégiques, mais la masse de la population. Pardon de m'arrêter sur ce point comme je suis en train de le faire, mais quand j'écoute les commentateurs, on a presque l'impression que la guerre, ce n'est pas une réalité. Et je vais redire ce que j'ai déjà dit, 2 coups sur la France et il n'y a plus de France. Il suffit même d'un seul. Si vous tirez sur la Hague, c'est fini. Et tout l'hémisphère nord sera contaminé. Un coup sur la centrale de Nogent, on ferme la maison. Elle est en amont du fleuve qui est sur la capitale. Un coup sur la vallée du Rhône, toute l'industrie chimique du pays prend feu en même temps que la centrale qui aura été bombardée. J'adjure qu'on pense que la guerre n'est pas une occupation comme une autre. C'est une occupation dont la vocation est de détruire le plus possible de choses et de gens. Alors, sur cette base, évidemment, ça mérite qu'on regarde attentivement ce qui se dit et ce qui se fait. Ainsi, à présent, notre sujet était les nouvelles frontières. La guerre hors de contrôle, c'était première partie du colloque. Est-ce que les parlements et les peuples contrôlent? Le diagnostic, si vous l'avez bien entendu, n'est pas très flatteur.
pour la démocratie. Et puis ensuite, on est passé sur les nouvelles frontières et les nouveaux théâtres de guerre. Nouveau théâtre de guerre, c'est une expression comme une autre, hein. Bon, la dernière sur laquelle on a réfléchi et discuté, c'est la zone Indo-Pacifique, puisque c'est elle, ou Asie-Pacifique, puisque c'est elle qui sera le théâtre de la guerre que les États-Unis d'Amérique veulent organiser, ou de la pression qu'ils veulent organiser, avec les conséquences que nous verrons ou ne verrons pas si nous avons su à temps faire ce qu'il fallait faire. En tout cas, les nouvelles frontières, c'était l'espace pour une raison très simple, c'est que l'espace est un lieu nouveau de la guerre, pour la raison que l'ancien accord international qui le démilitarisait est tombé en désuétude parce que les États-Unis d'Amérique, pas les Chinois, pas les Russes, qui ne sont pas pour autant innocents ni d'intention ni d'acte, mais ont décidé que l'espace, qui était un bien commun de l'humanité, était dorénavant la propriété du premier arrivé, et par un second traité qui s'appelle Artémis, que la France a signé sans demander une seule fois au Parlement ce qu'il en pensait. La France a signé cet accord, mais la France en avait, ses dirigeants, tellement honte qu'aucun ministre ne s'est dirigé là-bas pour aller signer l'accord Artémis. On y a envoyé un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, bon, qui a obéi aux ordres et qui a signé au nom de la France. Et que dit cet accord? Eh bien que, bien sûr, on va aller sur Mars, on va aller ici, on va aller là, et on va y trouver des choses que, naturellement, on se donnera le droit d'exploiter. Parce que quand vous voyez un président des États-Unis aller voir un pays qu'il a soutenu, qui s'appelle l'Ukraine, et qui lui dit maintenant, il faut payer ce qu'on vous a donné, en nous donnant ce que vous avez, vous imaginez bien que dans l'espace où il est censé y avoir personne, on ne va pas se gêner. Et donc, dans le traité, il est dit que premier arrivé, premier servi. Et pour sécuriser ce qui aura été trouvé, il est permis d'y mettre des installations militaires. Autrement dit, la guerre des étoiles commencera le jour où on donnera le premier coup de pioche. Alors, il y a des camarades qui me disent, parce que la discussion est ample, il n'y aura jamais de coup de pioche, parce que ramener 1 kilo de matériel dans des conditions pareilles, ça coûte beaucoup trop cher, personne ne le fera jamais. Oui, mais s'installer sur place, enfin bref, c'est de la science-fiction. Mais en attendant, ce qui nous importe, c'est la logique de ce qui est mis en œuvre. C'est la logique, c'est la volonté politique qui s'exprime. Voilà pour l'espace. Les grands fonds, sujet que nous avons été seuls à porter pendant des années. Hein, ah bon, qu'est-ce que vous avez encore trouvé, les insoumis, les grands fonds? Oui, d'accord, bon, quel est le problème? Le problème, c'est que la plus grande partie de la surface terrestre est occupée par de l'eau. C'est la mer, c'est les océans. Et les grands fonds regorgent de tout ce qui intéresse le capitalisme sur Terre. Sur Terre, je veux dire, sur la partie émergée. Et comme ce système est incapable de se corriger, c'est-à-dire qu'il est incapable de comprendre que son mode de prédation sur la nature détruit la planète elle-même, il fait donc des affaires avec tout, y compris avec les turpitudes, avec ses propres turpitudes. Et donc, les grands fonds ont été abandonnés à une sous-commission à l'ONU qui arrange les accords avec des gens qui viennent et qui disent « Est-ce que je peux faire un trou là? Oui, pourquoi pas. Voyons voir quel genre de trou, qu'est-ce que vous comptez sortir, et puis après, je vous en prie, allez-y, faites votre trou. » Faire des trous dans la mer, vous savez tous ce que ça veut dire. Ça a été le premier parce que faire un trou, c'est facile. Mettre des tuyaux dedans, c'est compliqué. Mais quand les tuyaux giclent et le trou aussi, pour aller reboucher tout ça, c'est une autre paire de manches et ça peut durer des jours et des jours, des mois. Et c'est ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique. J'ai bien dit le golfe du Mexique, pas le golfe d'Amérique, ni non plus, comme disent les Mexicains, el golfo del gringo loco. Hein, non plus. Bon, alors voilà, faire des trous, c'est la raison qui nous a conduit, par vision écologique sur laquelle je vais revenir, que ce n'était pas possible de laisser faire comme ça. D'autant qu'entre-temps, tout le monde a constaté que 90% du commerce mondial passant par les mers et les océans, eh bien, il y avait aussi un problème qui se posait à propos de la sécurité des espaces concernés, auquel on a immédiatement apporté une réponse. Il y a normalement des bateaux de guerre pour protéger les espaces maritimes, pas le nôtre, puisque nous avons le deuxième du monde et qu'on est hors d'état d'en assurer la souveraineté. Mais sur tous les bateaux, maintenant, les Français ont accepté, c'est une œuvre du Premier ministre, M. Ayrault, que dorénavant, on puisse protéger son propre bateau, hein, en mettant dessus une compagnie privée qui a le droit de venir avec une mitraillette, des grenades et tout le matériel qu'il faut pour faire face aux pirates. Donc, adieu la puissance de l'État dans ce genre de situation, et bonjour le début des mercenaires pour protéger la circulation maritime. Et enfin, c'est par la mer que passe la plus grande partie des câbles
par lesquels transite la quasi-totalité des informations qui sont numérisées. Or, des informations non numérisées de nos jours, ça n'existe pas. Donc tout circule, et la grande globalisation numérique du monde, qui pose le problème du pouvoir de ceux qui, 1, possèdent les câbles, 2, sont capables de les poser, 3, stockent les données et sont capables de les utiliser, qui sont 3 questions de civilisation humaine, mais aussi 3 questions militaires. D'ailleurs, à intervalles réguliers, vous entendez parler de câbles qui sont coupés par des ancres qui traînent. Alors des fois, on s'en prend à l'encre, à les Russes, à les Chinoises, à les je sais pas quoi. Enfin bon, ils ont déjà commencé à voir comment ils pouvaient s'y prendre pour saboter les autres. Voilà pourquoi ces 2 questions étaient posées dans le débat d'aujourd'hui, et je ne fais que les mentionner pour qu'on s'en souvienne. Et puis enfin, il y a l'espace numérique lui-même, avec la question de la souveraineté, et pourquoi la totalité du savoir humain qui a été numérisé, pourquoi la totalité de l'actualité des comportements humains, la totalité, j'admets que j'exagère, mais une très grande partie des comportements actuels étant surveillés par des traceurs de toutes sortes, sont connus, stockés et donnent lieu à une exploitation numérique par des compagnies qui utilisent ces données, vous le savez comme moi, puisque maintenant ce thème est bien connu. Mais en attendant, la sécurité de tout ça et la propriété de tout ça, c'est une grande question. Au nom de quoi le savoir numérisé appartiendrait à certaines compagnies privées et ne serait pas un bien commun, comme l'est l'océan, comme l'est l'espace? Et pourquoi ne distinguerait-on pas l'accumulation des datas de l'accès à ces datas qui, en effet, pourrait être ouvert à des initiatives privées? Pourquoi pas? Mais la propriété, non. Pourquoi? Parce que la propriété privée du savoir et des comportements est un obscurantisme. Pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où ça appartient à quelqu'un, ça ne circule plus. Or, l'histoire de l'humanité, ça a été que, de bon gré ou mal gré, le savoir a toujours circulé. Et notamment dans les milieux scientifiques, la règle est que tout savoir circule. Quand vous le mettez sous brevet, il ne circule plus. Et vous avez un résultat, par exemple, concret et pratique. En France, jusqu'en 1959, il est interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Depuis, si. Et vous l'avez vu pendant la période de la Covid, ce que ça donne. Et là, on parle de choses que l'on voit. Mais on pourrait vous parler aussi pourquoi, quand certaines molécules sont appropriées par une compagnie privée qui est en état de réparer telle ou telle forme de cancer ou de pré-cancer, il est interdit de travailler sur la même parce qu'elle est déjà la propriété privée d'une entreprise. Par conséquent, la propriété privée du savoir à propos des comportements humains et du savoir humain depuis qu'il existe est un obscurantisme. Et nous développons, nous, la thèse des Lumières. Ces biens-là doivent être nécessairement des biens communs, comme l'espace est un bien commun, comme les océans sont des biens communs. Voilà l'idée générale, est que le collectivisme qui inspire le mouvement insoumis a une racine dans l'analyse de la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il se présente. Oui, comme l'a dit tout à l'heure Bastien Lachaud, il y a un intérêt général humain. J'admets qu'en 1789, quand la Déclaration des droits de l'homme circulait sur la terre entière, eh bien, on disait oui, ben ça c'est une histoire de Français, ou bien on disait non mais qu'est-ce qui vous prend, l'égalité ça n'existe pas, si vous faites un régime basé sur l'égalité, ça va mal tourner parce que ça va contre la nature, donc vous êtes des violents, et d'ailleurs ça se voit parce que vous gesticulez beaucoup, c'était déjà le reproche de l'époque. Eh bien, non, maintenant nous savons tous qu'il y a un intérêt général humain. C'est-à-dire que lorsque l'atmosphère est pourrie, tout le monde est concerné. Petit, grand, gros, homme, femme, quelle que soit la couleur de votre peau ou de votre religion. Et si donc il y a un intérêt général humain, dès lors il y a la reconnaissance du fait que nous sommes semblables par nos besoins et donc semblables par notre droit à ce qu'ils soient satisfaits en tant qu'être humain. Voilà où on en est de la civilisation humaine. Et si je reviens à la guerre, qu'il me soit permis d'abord de dire que le rideau médiatique, on y est habitués, nous autres les insoumis. Quand il y a une situation nouvelle, il y a en général un jour ou deux avant que les éléments de langage soient répandus dans toutes les rédactions pour qu'ils répètent tous la même chose, posent les mêmes questions et fassent les mêmes réponses aux réponses. Mais là, nous avons eu une période qui a duré un peu plus longtemps. Et c'est pourquoi je veux d'abord commencer par signaler l'ampleur de la crise morale et intellectuelle qui atteint les élites, ou supposait-elle, du monde entier. Le monde vient de s'écrouler pour eux, comme quand l'Union soviétique s'est écroulée, un monde s'est écroulé pour tous ceux qui pensaient, agissaient, rêvaient, voulaient, n'aimaient pas l'Union soviétique. Eh bien là, c'est pareil.
les États-Unis d'Amérique, qui sont le frère jumeau de la bureaucratie de l'Union soviétique, qui se sont pendant des années constitués en parallèle, avec bien sûr un modèle différent, mais qui aboutissait comme résultat, là-bas comme de l'autre côté, à une élite qui décidait toute seule sans demander l'avis de personne. Bon, ça c'était ce qu'ils avaient de commun. Mais l'effondrement est nouveau, et cette fois-ci ça fait du bruit. Quand se sont écroulées toutes les idéologies qui allaient avec la répartition telle que l'Union soviétique permettait de l'envisager, l'idée qu'il y avait un régime alternatif. Alors même si on n'était pas partisan, on pouvait vouloir, alors on appelait ça le socialisme démocratique, le socialisme à visage humain, quand il y a eu une tentative de libération du socialisme, je veux dire de la libération à l'intérieur du socialisme en Tchécoslovaquie, etc. Eh bien, tout s'est effondré en même temps. Certains ont fait plus de bruit que d'autres. L'effondrement des soviétiques, ça a fait beaucoup de bruit. L'effondrement des partis sociaux-démocrates, ça fait beaucoup moins de bruit, mais l'effondrement a eu lieu aussi. Et maintenant, nous voici à l'effondrement des États-Unis d'Amérique en tant que très bon ami, super sympa, nos libérateurs qui ont toujours été avec nous, etc. Comme si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas, en 245 ans d'existence, été pendant 229 ans en guerre. À commencer par en guerre contre leurs propres voisins, à commencer par le Mexique, à qui ils ont volé la moitié du territoire. Imaginez-vous que la dernière fois que les Allemands sont rentrés chez nous, ils aient gardé tout jusqu'à la zone de démarcation. Eh bien, c'est à peu près ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait, à peu près, c'est ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique après leur victoire sur le Mexique à la fin du XIXe siècle. Voilà le type de puissance que c'est. Et si l'on regarde attentivement l'histoire, il faut regarder à quel moment les États-Unis d'Amérique, on leur en est reconnaissant, et surtout à tous ceux qui sont venus mourir pour cette idée, sont entrés, que ce soit dans la Première Guerre mondiale ou dans la Deuxième. Les dates ont une très grande importance. Je dis ça non pas pour flétrir les États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas besoin de moi pour ça, mais pour qu'on cesse définitivement de croire qu'il existe des îlots paradisiaques dans l'existence du monde, confrontés à des enfers que l'on affronterait en permanence grâce à l'aide de ces anges. Les Nord-Américains n'ont jamais été des anges. Ils ont toujours poursuivi leur propre intérêt, et leur propre intérêt a coïncidé avec le nôtre. C'est pourquoi nous les avons trouvés follement sympathiques dans ces moments. Mais à d'autres moments, non. Henry Ford venait tranquillement se faire décorer par Hitler, et ainsi de suite. Et jusqu'au jour où ils se sont aperçus que cette histoire était plus dangereuse pour eux, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons qui avaient à voir avec leur propre dynamique. Nous en sommes là. Et nous entendons, pourquoi je vous parle de rideau, dans cette stupeur incroyable, parce que pour quelqu'un qui est d'une démocratie de l'Ouest, c'est-à-dire du camp du bien, de la raison, et de tout, quoi, de tout ce qu'il y a de bien, voir Zelensky se faire traiter comme il l'a été dans le bureau ovale est une mortification. Je veux dire, je suppose que tout le monde a ressenti la même chose. C'est quelque chose d'abominable de traiter les gens comme ça. En plus, surtout quand c'est censé être votre allié, mais même un ennemi. Le traiter comme ça, vouloir le faire taire par la force, en parlant plus fort que lui. Vous en avez un qui se déchaîne, c'est Vance, et l'autre, on dirait que comme il se sent en retard, il en rajoute. Et Zelensky, qui, moi, jusqu'à présent, ne m'avait inspiré aucune sympathie personnelle, je parle de la personne, mais là, je me suis senti avec lui. C'est pas une manière d'accepter l'ordre des relations internationales, mais que la leçon soit retenue par tout le monde. Tout le monde sera traité de la même manière par la puissance déclinante qui est en train de perdre son pouvoir. Tout le monde. Et ça commence avec les deux voisins. Vous savez que le Canada, on a dit, bon, il était bourré, ou il y avait un problème, ou il avait dû exagérer sur quelque chose. Non, il n'arrête pas de dire si, 51e État, et encore avant-hier, pour dire, ah ben oui, ça se fera. Bon, ah ben, c'est quand même un problème. 51e État. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant ça, il a fait la même chose aux Mexicains. Alors les Mexicains, bon, heureusement, ils sont très raisonnables, très bien calculés. Alors, il leur a proposé la même chose. Ils ne voulaient pas être le 51e État. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez déjà pris la moitié du territoire. D'accord? Bon, les Mexicains ont une attitude extrêmement maîtrisée et positive. Ils disent, quoi qu'il dise, nous ne faisons pas d'idéologie avec lui. Ce qu'il nous demande, on discute. Vous voulez arrêter le trafic de la drogue, nous sommes d'accord, disent les Mexicains, nous aussi on veut l'arrêter. On vous fait juste une remarque, la drogue c'est vous qui la consommez, pas nous. Bon, au passage. Deuxièmement, ah ben oui, mais les Boliviens disaient pareil, ils disaient écoutez, vous voulez interdire la coke, peut-être bien, mais la coke, la coca ça suffit pas pour faire de la coke, il faut des produits chimiques, interdisez les produits chimiques, c'est vous qui les produisez.
Ah ben non, là, pas question. Hein. La coke, oui, l'arracher, ça valait le coup. Et ainsi de suite. Et ensuite, ils ont dit, ben, nous, on est prêts avec vous. Alors l'autre dit, eh ben, vous n'avez qu'à construire le mur. Ils avaient dit à Amelot, jusqu'au bout. Amelot a dit, si vous voulez, on vous construit un mur. Mais enfin, personne n'en a rien à foutre, tout le monde passe par en dessous. Et Amelot a sorti une vidéo où on voit des gens sous terre en train de passer avec des paquets, des colis, des machins, etc. Bon. Alors, il paraît que Trump aurait dit, avec vous, on peut parler de rien. Bon, bah non, on parle juste des choses qui existent et qui n'existent pas. Là, il a dit, bon, alors, vous allez arrêter tout de suite le trafic, là. Bon, et puis, ils ont dit, ah bah oui, on est d'accord. Qu'est-ce que vous nous proposez de faire? Bon, vous n'avez qu'à mettre 12 000 soldats. Alors, bon, la présidente, il faut bien causer, hein. Elle dit, bon, bah non, mais quand même, vous êtes dur avec nous, 10 000 quand même. Alors l'autre, bon... passe-moi le sel, je te passe le poivre. Elle m'a dit qu'il fallait qu'il ait l'impression de gagner quelque chose. Alors, au bout de quelques minutes, il dit, bon, 10 000. Alors elle a dit oui, d'accord. Et après, les camarades avec qui je bavardais me disent, nous, on s'en fout, on avait déjà 8 000 sur place, alors à mettre 2 000 de plus, c'est pas un problème, si ça lui fait plaisir, et qu'on retarde d'un mois les droits de douane. Voilà. Et les droits de douane, vous n'avez pas fini d'entendre parler. Là-dessus, il dit, et puis, alors eux, ils ont dit, mais vous nous filez un coup de main aussi à nous, parce qu'on voudrait que vous nous aidiez à lutter contre les armes, parce que les armes qu'ils ont, c'est pas nous qui les fabriquons, c'est vous, les trafiquants. Oui, oui, on vous promet. Bon, un partout, voilà. Là-dessus, il a dit, je vais foutre dehors tous les Mexicains qui n'ont pas de papier. Vous savez, le même genre que nos guignols, là. Hein. Alors, oui, bon, très bien. Alors, on va foutre dehors tous les Mexicains. Alors, Clinton en avait déjà mis dehors 7 millions en 4 ans. Mais vous voyez l'avantage, Clinton, il est civilisé puisqu'il est démocrate. Et tandis que les autres sont des sauvages. Eh bien, le sauvage, lui, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à foutre dehors, tenez-vous bien, alors que les camarades avaient prévu l'accueil de ces malheureux qui allaient être expulsés. Ils ont fait un truc, ils appellent ça des auberges. Ben, ça me fait rigoler, c'est pas une auberge, c'est un camp, quoi. Bon, alors avec des lits, tout ça, pour qu'ils transitent, et puis qu'on s'occupe d'eux. Musique militaire et tout le kulchi, pour leur dire, vous n'êtes pas humiliés, votre pays vous aime, on est heureux de vous retrouver, etc. Quelque chose de digne, de fort, à l'égard de ces malheureux expulsés du Mexique. Mais patatras. Alors, l'autre, 12 000 par jour, Biden, 2 500, et Trump, 400. Alors tout le monde est resté là avec les tentes vides. Bon, alors la camarade qui est la ministre de l'Intérieur, je ne devrais pas dire la camarade, je ne sais pas où ça va partir, tout ça. Bon, la personne qui est ministre de l'Intérieur, Mme Rosa Isela, bon, et elle dit, bah moi, j'attends les autres, hein, bon. Et elle me dit, moi je pense qu'il n'y en aura pas, pour une raison, c'est qu'ils n'ont personne pour bosser à leur place. Ah bah oui. Hein. Alors ça, attendez, il y en a qui vont découvrir ça dans ce pays. Hein. Alors, ils ont même, ils sont un peu taquins, hein. Ils ont dit, ah mais c'est très bien que vous expulsiez tout le monde, si vous pouviez nous en envoyer davantage, parce qu'on a encore besoin de 40 000 ou 50 000 bras. Bon, c'est une chose qu'ils peuvent se permettre de dire aux Nord-Américains, vu qu'il y a 39 millions de Mexicains aux États-Unis d'Amérique, et que la moitié du pays parle espagnol. Voilà. Alors, ça c'est pour dire, voilà le cadre dans lequel on est, le fracas de cet écroulement, et personne ne peut dire ce qu'il compte réellement faire. Est-ce qu'il croit que le monde est juste comme sa partie de Monopoly habituelle, où il va pouvoir faire peur, parler fort et ensuite faire autre chose. Mais les deux voisins sont menacés. Donc, ce que le monde entier a compris, c'est qu'on ne pouvait plus leur faire confiance. Tout d'un coup, la peau de saucisse leur est tombée des yeux. Ce que nous ne cessons de dire, si vous croyez qu'un président des États-Unis, quel qu'il soit, était prêt à faire vitrifier New York pour défendre Düsseldorf ou Châteauroux, c'est que vous n'avez aucune conscience de la réalité. Ils ne le feront jamais. Vous mettre des avions avec des bombes nucléaires en Allemagne, oui, ils sont capables de le faire. Mais s'en servir, c'est une autre paire de manches. Et surtout que vous ne pourrez pas vous en servir. Parce que maintenant, ils sont en train tous de reconnaître ce que nous ne cessons de dire depuis le début. À savoir que tu ne fais pas bouger un avion si les États-Unis d'Amérique ne sont pas d'accord dans le cadre de l'OTAN. Donc tout ça a été du baratin qui se sont joués les uns aux autres parce qu'ils étaient décidés dès le premier jour à faire et à exécuter ce que les Américains diraient qu'il faudrait faire, parce que tout le reste est interdit par les mêmes Américains. Et maintenant, puisque nous sommes en plein délire de défense européenne, je ne sais pas quoi, hein, qu'est-ce qui se passe? Les Allemands disent « Ah, il y a un problème avec les F-35, on pourrait nous empêcher de nous en servir. » Ben comment? Tu te fous de notre gueule ou quoi? Tu sais pas que si tu es à l'OTAN, que tu n'arrêtes pas de pleurer pour y être, c'est plus toi qui décides.
Et alors, même remarque, les Portugais, qui au moins, eux, ont tiré une conclusion rationnelle, ils ont dit, bah, on va pas acheter des F-35, on va acheter des Dassault, là, des Rafales, ça marche, donc on va faire ça. Alors, c'est pour vous dire, je suis parti de l'état de consternation, et l'état de période pendant laquelle on ne sait pas qui va décider quoi et faire quoi. Et ils sont tous dans leurs vieilles habitudes. Ils glapissent sur tous les tons qui vont faire l'Europe de la défense, mais les Italiens vendent leur entreprise qui fait des drones aux Turcs, les Espagnols veulent acheter des avions, mais c'est des avions turcs, les Allemands se préparent à acheter des avions, mais c'est des avions nord-américains, et ainsi de suite. Ces gens-là n'ont aucune cohérence. Et hier soir, vous l'avez entendu dans la bouche de Lecornu, il a dit « Notre rôle est de créer une cohérence ». Donc c'est bien, au moins il reconnaît la réalité. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Par conséquent, notre position n'a jamais été de dire « Nous, les Français, tout seuls pour faire quoi ?» Pas pour faire la guerre. On n'a pas l'intention de faire la guerre. Mais il faut que les arguments soient classés dans leur ordre rationnel. Si nous avons la dissuasion nucléaire et que la stratégie des Français, c'est la dissuasion nucléaire, alors il n'y a pas de guerre intermédiaire. C'est ce que tout à l'heure, je crois, vous interrompant, vous voulez dire le général. Est-ce vous qui l'a interrompu ou je ne sais plus? Non, c'était la table ronde auparavant. La personne qui parlait disait bah, il peut y avoir du matériel pour des chocs intermédiaires. Et le général a dit ah non, pas de choc intermédiaire. La doctrine des Français, c'est pas de guerre sur le continent européen. Le premier qui déclenche une guerre est mort. Bon, peut-être que nous, on est morts aussi au passage, mais normalement, ça devrait aider à réfléchir. D'où, premièrement, l'incohérence du président de la République qui passe à la télé et qui dit « Les Russes ont attaqué nos hôpitaux ». Mais alors, la réponse est celle que fait Guénaud. Si les Russes ont attaqué nos hôpitaux, il faut répliquer. Mais c'est le cœur de la doctrine. Si vous jouez les gros bras, que vous dites « Je vais casser la figure au premier qui bouge », et qu'au premier qui bouge, non seulement vous ne faites rien, mais vous regardez ailleurs, l'autre sait que c'est ça les rapports de force. L'autre sait que vous ne ferez rien, jamais. Il n'y a rien de plus stupide que de menacer des gens de quelque chose que vous n'êtes pas en état de leur infliger. Et donc, on ne dit pas que les Russes nous ont attaqués dans nos hôpitaux, parce que peut-être qu'ils l'ont fait, mais c'est à travers de la cybercriminalité que c'est d'une difficulté extraordinaire d'identifier le donneur d'ordre. Alors on peut toujours, depuis son canapé, en lisant un bouquin de policier, dire « Oui, c'est M. Poutine lui-même, qui d'ailleurs est fou, a décidé d'aller attaquer l'hôpital de je ne sais pas trop quoi », ou bien on peut penser que c'est autre chose. Bref. Il faut un sérieux maximum dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on fait, quand il s'agit de la guerre ou de la paix. Parce que ce sont des gestes irréversibles. Si vous acceptez, comme quelques personnalités brillantissimes et spécialistes de ce genre de situation l'ont proposé, des tirs en profondeur sur la Russie, ça veut dire que vous vous exposez à un tir en profondeur dans l'autre sens. Mais que vous n'êtes pas sûr que votre tir en profondeur est un grand résultat. Ce qui est sûr, c'est que dans l'autre sens, si, ça en aura un, et on sait lequel. Tout ça est absurde. Il ne faut pas accepter d'écouter ce que ces gens racontent. Ils parlent d'une guerre à laquelle ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas quels sont les moyens techniques qui sont déployés par les uns et par les autres. Et les conditions même de la guerre matérielle ont changé. Voyez-vous, quand vous êtes capable de mettre en batterie des essaims de drones, eh bien, vous n'utilisez pas l'aviation de la même manière. Si vous regardez les résultats des tirs qui sont faits et des résultats que ça donne, vous voyez bien que la proportion est extraordinairement défavorable à des armes aussi sophistiquées, qui coûtent aussi cher, qui nécessitent des munitions aussi chères, alors que vous êtes capable de tout détraquer avec un essaim de drone. Et l'autre jour, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une chanson d'un poète qui disait, il racontait on va se faire la guerre, tout ça, et puis on va mettre des bombes, et puis il dit à la fin on en viendra aux mains, parce qu'il ne nous restera plus que ça pour continuer à se battre. Et voyez-vous, il se trouve que les Ukrainiens, qui sont de rudes guerriers, c'est vrai, parce que tenir 3 ans en face d'une déferlante pareille, faut être capable, ce sont de rudes guerriers, des gens qui comprennent ce qu'est le combat, ils l'assument, hein, parce qu'il y a une capacité de résistance de la société, de préparation de la société à laquelle nous, bien sûr, on devra réfléchir comme on l'a évoqué ce matin. Mais figurez-vous que les derniers transports qui ont été faits vers la ligne de frontière, ils ont été faits avec des bourricots et des chevaux, parce que les drones n'arrivent pas à repérer des animaux en train de transbahuter du matériel. C'est une petite blague, bien sûr, la guerre n'a pas lieu ni à cheval ni à bourricot, hein, bien sûr, mais c'est pour dire que les conflits, les matériels qui sont mis en mouvement,
modifie complètement tout le temps les données de la guerre elle-même. Vous pouvez fabriquer des milliers de chars, ça ne fonctionne que pour des batailles de chars. Mais s'il n'y a pas de bataille de chars, vous pouvez vous en faire un chapeau, ça ne sert à rien. De la même manière, si vous êtes capable de submerger des défenses extrêmement complexes avec un matériel aussi élémentaire qu'un drone, le reste du matériel est disqualifié. Le premier qui arrivait sur un champ de bataille avec une arbalète, il a damé le pion à des dizaines qui venaient avec des arcs et des flèches parce que l'arbalète tirait de plus loin et rentrait plus profond. Et surtout, elle perçait une armure. C'est la logique même de la guerre. Un moyen chasse l'autre et on passe au suivant et ainsi de suite. Les guerres qui viennent d'avoir lieu ont disqualifié une bonne partie du matériel qu'elles ont consommé parce qu'il n'a servi à rien, qu'il n'a donné aucun résultat, ni à l'assaillant, ni à l'assailli. Alors, puisqu'on est là-dedans et qu'il me faut bien vous dire à cet instant, regardez l'état de panique et de renversement des rôles. Regardez. On est en train de discuter de la paix en Ukraine. Une proposition de cessez-le-feu a été faite à l'envahisseur. Nous ne savons pas ce qu'elle contient. Admettons que n'importe quel cessez-le-feu nous convienne. Mais nous ne savons pas. Et notamment nous, les Français, ou les membres de l'Union européenne, nous regardons ça, alors on dit c'est humiliant. C'est pas seulement humiliant, c'est stupide. Nous avons des demandes à présenter pour la conclusion de la paix en Ukraine. Nous, les Européens, nous, les Français, nous avons quelque chose à demander, c'est que, quelle que soit la nature de la paix qui est signée, toutes les centrales nucléaires de l'Ukraine doivent pouvoir bénéficier d'une protection sous casque bleu militaire. Une force d'interposition qui empêche que l'une quelconque de ces centrales saute. La partie qu'occupe aujourd'hui l'Ukraine, à l'intérieur du territoire de la Russie, la zone de Koursk, je crois, hein, ça s'appelle comme ça, bien, eh bien, sa caractéristique principale, qui fait que c'est si dangereux les heures que nous vivons, c'est que nous sommes normalement dans les heures de la fin de la guerre, avant la conclusion du cessez-le-feu. Les ultras de chaque camp en rajoutent, chacun pensant qu'il va déplacer la frontière un peu plus comme ceci, un peu plus comme cela. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une idée de ce que ça va être, la conclusion. La conclusion, ça va être la ligne de front sert de frontière. Et cette frontière est garantie. Garantie, on ne sait pas encore par qui. Mais c'est en gros Corée du Nord, Corée du Sud. C'est en gros la frontière du Liban où on met des casques bleus et quand Netanyahou décide de passer la frontière, il n'y a plus personne. Donc il y aura cette fois-ci peut-être un mandat clair qui sera donné aux troupes de l'ONU qu'on disposera là. Parce qu'en effet, les Russes ne sont pas prêts à accepter que des armées de l'OTAN, qu'elles soient françaises ou autres, aillent là-bas s'installer comme force neutre d'interposition. Ça revient, et moi j'y suis hostile, ça revient à dire que nous devenons belligérants à la première occasion. Il ne peut pas être question de ça. Nous avons déjà plus de 2000 personnes positionnées sur toute la frontière entre la Roumanie, la Lettonie, la Pologne, la Lituanie. Nous avions des avions. Nous avons des avions, nous avons des troupes qui sont là. Bon, tout ça nous fait de nous à la frontière de l'engagement militaire. Nous sommes un chouïa plus et on est co-belligérants. Et si quelqu'un avait voulu s'énerver, c'était le cas. D'accord ? Donc, dans ce contexte, nous avons demandé, un, la protection des centrales, et deux, nous avons une deuxième demande qu'il faut à tout prix remettre en discussion. Les Américains et les Russes ont annulé un des bienfaits de la guerre froide, qui était l'accord sur les missiles de portée dite intermédiaire. Ce sont des missiles qui situent leur tir entre 500 km et 5000. C'était un accord qui était assez rigoureux pour que quand il y a eu des déplacements de l'un ou de l'autre qui mettaient ces fusées à tel ou tel endroit. Et nous, les Français, par exemple, pour ne prendre que cet exemple et pas rendre les choses plus compliquées, à un moment donné, nous avions ce qu'on appelait des missiles à roulettes qui circulaient le long de la frontière française. Pas chez les autres, hein, chez nous. Donc on peut dire, abonnez chez nous, on fait rouler ce qu'on veut. Bah non, pas des missiles. Et le président Mitterrand a pris la décision qu'on arrêtait et qu'on remballait. Pourquoi ? Bah parce que n'importe qui est capable de prendre un compas et de regarder qui est visé à 500 km. Ces missiles-là portés à 350 ou 400. Bah vous prenez, vous regardez. Ça voulait dire qu'on était en état de frapper dans le pacte de Varsovie, qu'on était en état de frapper sur des capitales qui appartenaient à l'autre camp. On a arrêté. Donc les missiles intermédiaires, pour nous, c'est vital. C'est vital. C'est pas ah bon, on sera plus tranquille comme ça. Non, parce que nous ne pouvons être détruits que de cette manière-là.
c'est-à-dire par un tir de très longue portée qui partirait loin de l'arrière et qui ferait la distance. Et ne croyez pas que ça tombe à peu près. Les Russes ont fait un essai, ils ont tiré depuis la mer Noire sur la Syrie. Et c'est comme ça d'ailleurs que les choses ont commencé à se dégrader, parce qu'on a dit, ah bon, ils sont capables de le faire. Les Américains sont arrivés aussitôt en disant, ah ben si c'est comme ça, il n'y a plus de traité. Non, moi, c'est pas ce que j'aurais... Enfin, c'est pas moi qui ai visé, mais enfin, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait dire, ah là, qu'est-ce que vous venez de faire? Ah non, on peut pas être d'accord avec ça. Bref, on discute, on fait de la diplomatie, et on retire les armes. Pas, ah ben, il n'y a plus de traité. Donc ça veut dire, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça la situation actuelle. Par conséquent, dans l'accord de paix qui va être conclu entre la Russie et l'Ukraine, nous, les Français, nous demandons le rétablissement de ce traité. Ce n'est pas une invention des insoumis. Ce traité, les autres l'avaient signé avant. Donc c'est que c'était un bon traité. Pourquoi c'était bon à un moment et c'est plus bon aujourd'hui? Nous, on considère que c'est toujours bon. Je vous ai donné ces deux dimensions-là. Je pourrais rallonger la liste. On pourrait dire, les Américains, il leur a fallu 30 ans pour détruire leurs armes chimiques. Hein. Ils ne s'étaient pas pressés. Donc, ils ont pris le temps qu'il fallait. L'accord a été signé à Paris sur les armes chimiques. Et c'est il y a 2 ans, il y a 3 ans qu'ils nous ont dit « Ça y est, on a fini de démanteler ». Parce qu'évidemment, après le coup de la Syrie, on leur avait dit « Et vous en êtes où, là, depuis le temps ?»« Ah ben nous, on n'a pas fini. » Bon. Et les Russes, ils ont fini, oui ou non? Deuxième élément qui va avec, hein, il y a aussi des négociations. Je veux dire, on peut en parler quand même, on peut mettre ça sur la table, les armes bactériologiques. Ça n'existe pas, ça? Vous les avez entendus dire que la Covid arrivait de Chine? Donc, s'ils sont capables de dire que la Covid arrive de Chine, c'est quand même ont quelques idées sur le sujet, nos amis américains. Mais voilà pourquoi nous sommes directement intéressés, en tant qu'Européens et en tant que Français, à cette négociation. Elle ne peut pas se passer en dehors de nous, car nous avons toujours refusé qu'on règle militairement et par une invasion les problèmes qu'on a avec ses voisins. Enfin, dans la clarification qu'il faut faire, au moins pour les militants, pour quelle raison y a-t-il eu une guerre d'Ukraine? Mais pour quelle raison? Ça vaut le coup quand même qu'on se pose la question. Alors il y a une explication. M. Poutine est fou. Bon, il était déjà fou quand il a eu le pouvoir en l'an 2000. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu encore plus fou? Super fou? Non, il s'est passé une série de choses qui fait qu'il a estimé qu'en tant que gestionnaire d'un pays qui s'appelle la Russie, il ne pouvait pas accepter qu'on l'encercle et qu'on vienne jusqu'à la frontière de son pays. Chaque fois que j'ai dit ça, je me fais traiter de capitulard, de défaitiste, et que je suis pro-poutinien, mais enfin c'est une réalité. En 2008, à Budapest, l'Union européenne et l'OTAN a décidé que la Géorgie et l'Ukraine pouvaient entrer dans l'OTAN. Eh bien, aussitôt, nous avons été tous d'accord pour dire « c'est fou de faire ça, arrêtez tout de suite, c'est une folie ». On a écrit, on a dit, évidemment, ça ne servait à rien, hein, parce que ça ne faisait pas partie du folklore dont on avait besoin. Mais on leur a dit, vous allez créer la guerre comme ça. Alors, il y a une fois où on s'est trompé. Alors, cette semaine-là, on a dit, ni l'Ukraine entre dans l'OTAN, ni les Russes entrent en Ukraine. On a bien fait de le dire. Et puis pas qu'une fois, 2, 3 fois, pour que tout le monde se le marque dans le crâne. Là-dessus, il y a une réunion de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Et arrive Madame Parly. Madame Parly, je ne mets pas en cause les militaires, hein. Madame Parly, qui était ministre des Armées. Et elle dit, parce que les Américains disaient, les Russes vont rentrer. Alors, là, vous exagérez, va-t-en guerre, tout ça. Bon. Alors elle dit, nous avons aussi des moyens de voir, ce qui est vrai, et on voit de mieux en mieux, puisqu'on vient de placer un satellite espion magnifique la semaine dernière, avec Ariane 6. On voit, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions. Ah bon? Donc ça veut dire, ils n'entrent pas. Non, ils n'entrent pas. Très bien. 2 jours après, ils entraient. C'est la seule fois où on leur a fait confiance. Et on a dit, bon, les Russes ne vont pas entrer. Donc plus jamais ne croyez ce que raconte le gouvernement, parce que vous allez faire l'erreur de votre vie. En tout cas, cette fois-là, on n'a pas attendu. Le hasard fait que plusieurs d'entre nous étaient encore réveillés cette nuit-là. Et donc, l'entrée des Russes, c'est 5 h du matin. La prise de position du communiqué des Insoumis, c'est 7 h. Record, on a battu tout le monde pour ce qui est de condamner l'invasion. Et je le redis, c'est pourquoi c'est si insupportable de voir les autres vous installer dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Nous n'avons jamais approuvé quelque invasion que ce soit. Alors le non-alignement, comme l'a très bien dit Lachaud, c'est pas s'isoler. Comme l'a très bien dit Arnaud Le Gall il y a un instant, c'est pas la neutralité. C'est le contraire, c'est des coalitions larges. Mais qui commencent par une considération. Pour nous, la guerre contre la Russie n'est pas la priorité.
la guerre contre la Chine n'est pas la priorité. Du point de vue de la ligne politique, des orientations et de ce que nous ferions si nous dirigions ce pays. Nous ferions tout pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et nous avons les moyens, nous, parce que nous sommes capables de nous protéger, même si je sais que la dissuasion est une arme posthume, je le sais parfaitement bien. Et tous les problèmes moraux que ça soulève d'avoir une arme pareille et d'en être le responsable politique. Nous ne voulons pas de cette guerre. Nous pouvons faire des alliances. Qu'est-ce que ça veut dire? On est donc incapable de s'allier que pour faire la guerre? Pas du tout. C'est pas ce qu'on pense. On pense par exemple que pour la réglementation sur les grands fonds, il y a une coalition mondiale possible. Le non-alignement, pour nous, il marche avec un autre mot. C'est le mot altermondialisme. Et l'altermondialisme, c'est une autre façon d'envisager les relations au monde. Et cette autre façon, alternative, c'est de proposer des causes communes. Causes communes, ça veut dire des choses qu'on fait ensemble, à égalité, dans le respect mutuel. Nous, par exemple, quand on tourne sur le continent africain, avec nos camarades, ceux avec qui on parle, ce qu'on dit à chaque fois, c'est ce qui serait formidable, c'est qu'on fasse ensemble une université de l'espace. Évidemment, on dit ça à nos camarades qui sont francophones, d'accord? Et cette université de l'espace, pas une fois quelqu'un m'a dit « mais c'est quoi cette histoire ?» Parce qu'au début, on a précisé, on a dit « vous êtes fait voler le 19e siècle avec l'esclavage, le 20e avec la colonisation, vous allez vous faire voler le 21e siècle, parce que tout le monde va être dans l'espace, sauf vous qui restez ici et qui n'aurez rien. » Là est en train de se constituer une alliance africaine, tout le continent africain pour l'espace. Là, à Pâques prochain, ici, on a appris ça ce midi en discutant, d'accord? Ça veut dire que l'idée, elle n'était pas si mauvaise que ça. Et que bien sûr, il faut qu'il y ait des Français qui soient là, qui conseillent, qui aident, qui soient à disposition. Et puis, figurez-vous que maintenant, on est un peuple de petits vieux. Alors, ça ne peut pas durer comme ça. Ça n'existe pas une nation où la majorité de la population a mon âge. Ça, c'est pas possible. Donc, on a besoin de l'énergie du monde. Et tout ce qui nous permet de nous mettre en contact avec la jeunesse, lui remettre les clés de la maison partout où on peut, à commencer par notre propre pays, c'est bon et positif. Il y a là des millions d'esprits disponibles pour bien faire, agir, trouver, inventer des choses. Déjà, tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est Lachaud qui disait ça, mettre à égalité les hommes et les femmes dans un même pays pour accéder à la science, pour accéder à ces métiers, ça serait un changement énorme parce que ça doublerait la capacité qu'on aurait d'avoir les gens dont on a besoin. Alors, voilà pourquoi les causes communes, c'est l'espace, c'est une cause commune. L'accès à la propriété collective du numérique, la formation, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle qui ne soient pas gringos, qui ne soient pas anglo-saxons. ChatGPT, elle sait faire qu'une chose, je ne sais pas pourquoi je mets au féminin, oui, il le fait, hein, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il apprend en anglais, il traduit après. Mais le point de départ, c'est l'anglais. Le CNRS français a utilisé le supercalculateur qui est là-haut à sa clé, hein, pour mettre au point une autre intelligence artificielle qui s'appelait Bloom. Celle-là, elle apprenait en 47 langues au point de départ. Eh bien, je pense qu'il y a ici quelques profs dans la salle qui comprennent très bien ce que je suis en train de dire et les autres qui s'y intéressent. Si vous apprenez en 47 langues, ça veut dire que vous apprenez 47 nuances de la pensée humaine sur la réalité. Et par conséquent, vous avez plus de chances d'en atteindre le cœur que si vous le survolez dans une seule et que vous faites ensuite des traductions. Parce que quand vous faites des traductions, vous allez réduire le cerveau de chacun à la traduction. Tandis que si vous partez de la pluralité des langues, alors vous aurez la pluralité des points de vue sur la réalité. La réalité n'est pas enfermée dans les mots de notre langue. Hein ? Elle est dans toutes les langues, elle est dans la musique, elle est dans la peinture, elle est dans tout ça. La réalité, elle est bien plus vaste et étendue que tous les moyens que les êtres humains déploient pour essayer de l'approcher, la saisir, la comprendre et y participer. Donc, premier contresens, la guerre d'Ukraine, où on a disparu du tableau. Deuxième contresens, c'est quand même énorme. Alors, pendant qu'on est là, la menace russe. Alors d'abord, quelle menace? De quoi vous parlez? Dans les hôpitaux ou quoi? Au feu rouge? Ou c'est où le problème? Alors, évidemment, je le tourne en ridicule. Parce que je demande qu'on me dise quoi? Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Non, ne me dites pas l'invasion de Paris, parce que celle-là, on me l'a fait pendant toute ma vie. C'était l'armée rouge qui était à 48 heures de Paris et qui allait arriver avec ses 5000 chars qui étaient stationnés à côté. Nous, comme on était mauvais esprit, on dit « Oh, si c'est des chars, on est tranquille, il va falloir qu'ils les poussent, il faut 100 000 hommes. » Bon, bref. On faisait de l'humour parce que tout ça était absurde. Ça recommence. Revoilà les chars de l'armée, mais là, les plus rouges qui vont nous envahir.
pitié, arrêtez de nous prendre pour des abrutis. On est capable de réfléchir, de comprendre. Donc dites-nous des choses sensées pour qu'on comprenne que votre stratégie est sensée. Vous ne nous dites rien. Monsieur Mélenchon, vous êtes d'accord avec la menace russe? Oui, si vous voulez, si ça vous fait du bien. Mais moi, je ne dirigerai pas ma politique comme ça. Mais vous avez vu hier comment c'était à la télé, dans toutes les émissions, comment c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont envahir la Roumanie. Ah bon, ils vous l'ont dit? Non. Bon, donc vous pensez qu'ils vont envahir la Roumanie. Il y a juste les troupes de l'OTAN qui se trouvent, donc quelques Français qui sont là, mais vous pensez quand même qu'ils vont être envahis. C'est possible, peut-être, mais vous avez quelque chose pour nous convaincre de ça. Parce que vous nous racontez, parce que si vous croyez qu'on n'a pas compris ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous nous prenez pour des buses. Parce que M. Trump est en train de retirer les troupes du monde entier pour les concentrer sur Asie-Pacifique. C'est ça qui l'intéresse. Et hier soir, le Cornu l'a reconnu. Donc on en est bien là. Et vous verrez que tous les affolés du poulailler seront trop contents de se retrouver avec l'oncle Sam. Enfin, ça y est, on est revenu avec papa et on va pouvoir faire la guerre à quelqu'un ensemble. Hein, voilà. Ça va être ça leur idée. Qu'est-ce que leur a demandé Trump? 5% de leur PIB pour l'armement. Bon, quel armement? Le leur, évidemment. Vous l'avez écouté quand il a dit « c'est pas juste ». Notre commerce est complètement déséquilibré. Bah, c'est vous qui avez inventé la loi du marché, hein, c'est pas nous. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Venir avec un revolver pour nous obliger à bouffer vos chewing-gums ou à boire votre Coca-Cola? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, c'est simple, ils nous obligent à leur acheter du matériel de guerre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il a dit 5%. Eh bien, 5% de la richesse du continent européen, c'est 850 milliards d'euros. Coup de bol, c'est exactement ce qu'a trouvé Madame van der Leyen. Aussitôt que papa s'est fâché, 8 jours après, il votait 850 milliards. Alors, comme d'habitude, c'est une arnaque. Sur 850 milliards, on est prié de trouver dans notre propre poche 650. Mais elle nous autorise, elle est trop bonne. Elle nous autorise à dépasser la limite des 3% de déficit. Vous vous rendez compte du caractère immoral de cette décision? Quand on l'a demandé pour la santé, quand on l'a demandé pour la science, on l'a demandé pour la recherche, on l'a demandé pour l'éducation, impossible. Les lois de la nature et du libre marché s'y opposent absolument. Vous allez déclencher des invasions de criquets et de sauterelles. Voilà. Mais quand il s'agit d'acheter des armes, alors là, c'est terminé. On peut faire 3%, 4%, 5%, ce qu'on veut. C'est immoral. On a le droit de dire que c'est immoral. Et on a le droit de dire qu'on s'en est rendu compte, qu'on sait faire des additions et des divisions et des soustractions. 5%, c'est ce qu'ils ont décidé. Et là-dessus, bon, royalement, elle va nous prêter 140 milliards. Voilà. Alors nous, les Français, les gogos de l'affaire, on vient, quelle bonne idée, l'Europe, bon, tout ça. Ah, c'est magnifique. 140 milliards à nous, les Français, on paye plus que les autres. Parce que la dernière fois, pour la Covid, on nous a donné 40 milliards et il a fallu rembourser 66. Parce que la proportion dans laquelle on reçoit et la proportion dans laquelle on paye n'est pas la même. Nous représentons 17%, c'est pas nous évaluer bien cher, de l'économie de la vieille Europe, de l'Union européenne. Voilà. Donc pourquoi on nous met à la taxe 17%? Donc nous aurons à rembourser 17% de ces 140 milliards. J'attends avec intérêt de savoir combien ils vont nous donner pour cette somme. Vous voyez, nous sommes capables de penser, nous sommes capables de comprendre qu'ils sont en train de se mettre au niveau de préparation de la guerre que les Nord-Américains peuvent imaginer ailleurs. Voilà. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer. Je ne dis pas qu'il y aurait une fatalité. Il va se passer beaucoup de choses. D'abord, ce type est capable de foutre tout par terre avant. Parce que mettre tout d'un coup des cloisons de droits de douane partout, ça désorganise les chaînes d'approvisionnement et ça peut mettre des très grosses entreprises au bord de la difficulté. Au Mexique, on m'a raconté une histoire. C'est les patrons. Alors, les patrons, on leur a demandé, alors qu'est-ce que vous allez faire avec... Parce qu'un piston pour l'automobile, il rentre et il sort 4 fois avant d'être vendu. Alors, bon, les types, ils disent, il va réellement coller 25% à chaque fois que le piston arrive ou repart. Bon, ça va faire cher à la fin, pour la bagnole. Et ils ont résumé ça, c'est nos amis qui m'ont raconté ça. Il y en a un qui a dit, écoutez, nous, pendant 40 ans, vous nous avez expliqué le miracle du marché libre, et c'est vrai, ça nous a profité, on est bien contents, tout ça, bon, bref. Mais voilà, vous nous avez demandé de faire des omelettes au jambon. Hein? Alors, bon, on a fait des omelettes au jambon. Et maintenant, vous nous dites qu'il faut remettre les œufs dans la coquille et le jambon sur le cochon. On ne sait pas le faire. Alors, on ne le fera pas. Et eux, ils ne savent pas comment on fait
pour produire des pistons et d'autres pièces des automobiles qui seront assemblées aux États-Unis d'Amérique, si à chaque fois qu'une tôle passe la frontière, elle prend 25% dessus. Ils ne savent pas. Personne ne sait. Donc si vous êtes hors d'état de fournir ou de faire tourner votre boîte, vous fermez. Parce que actuellement, l'un des anticapitalistes les plus spectaculaires du monde, c'est quand même M. Trump lui-même, qui a créé un tel désordre que la plupart de ses alliés ont perdu des fortunes dans cette histoire-là, à commencer par M. Musk, hein, tant mieux. Bon. Mais un jour ou l'autre, vous en avez un qui vit de dettes, hein, vous en avez un qui a un équilibre sur des montagnes de papier, de titres de toutes sortes, et vous le poussez dans le dos, il tombe. Et quand il tombe, il entraîne les autres. Et 2008, la crise de 2008, c'est parti de quoi? D'un divorce qui tournait mal parce que personne ne voulait payer la traite de la maison qui avait été achetée, comme sur le système des subprimes, où vous étiez pauvre, vous étiez parfaitement incapable de payer, mais on vous le vend quand même, et ils revendaient plusieurs fois les maisons à mesure que les gens étaient incapables, voilà, de payer. Voilà comment ça s'est passé. C'est un système qui est toujours le système capitaliste financiarisé. Ça fonctionne comme une énorme sphère. Elle est toujours à la limite de l'équilibre. On appelle ça métastable. Ça veut dire que d'une pichenette, alors vous connaissez l'image, hein, c'est de dire le battement d'aile d'un papillon à un endroit provoque un ouragan à l'autre. Ben, c'est le cas. Une pichenette à un endroit et pout, le truc part en morceaux. Une des faiblesses de ce système, c'est les dettes que les entreprises ont les unes avec les autres, mais qui n'apparaissent pas dans le circuit bancaire. On ne sait pas combien de milliards circulent et sont dus comme ça entre les entreprises. Autrement dit, ce type, avec ses décisions de joueur de bourse, est en train de mettre en danger l'équilibre de la sphère financière. Donc vous ne savez pas ce qui va se passer dans 8 jours. Mais comme on a des vieilles habitudes et qu'on sait guetter, ceux qui ont des sous, ils savent quoi en faire. Hein. Bon, ils se trompent rarement. À un moment donné, quand ils ont l'impression que c'est la pagaille politique partout, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent tous la même chose, de l'or. Voilà, le truc du barbare, des barres d'or. Et ça, c'est en train de monter comme ça. Si vous voulez faire des affaires, après, il faut bien guetter le moment où revendre. Hein. Mais c'est pour dire, ça a représenté, c'est en train de représenter un envol généralisé. Alors, ça, c'est le contresens. Ils collent des droits de douane à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si, on a augmenté, nous aussi, nos droits de douane. Mais comme il augmente les droits de douane, lui, il s'importe de l'inflation. Et vous pensez que ça va se passer tranquillement? Et évidemment, nous, on s'importe de l'inflation aussi. Et tout le monde pense que ça va se passer tranquillement. Tant mieux si tout va bien. Mais supposons que des gens aient la mauvaise idée de demander des augmentations de salaire et que, pour une fois, ils finissent par se fâcher pour de bon. Il va y avoir toutes sortes de secousses sociales et autres qui vont être le résultat de ces actions désordonnées. Démonter, c'est facile, ça va vite. Foutre par terre un système, ça peut aller très vite. Reconstruire un état d'équilibre et d'ordre, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, il y faut des rapports de force. Bon, en tout cas, voilà. Il y a déjà cette affaire-là. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps-là? Rien. Ou à peu près rien. On a déjà voté à l'Europe 8 milliards de droits de douane de toutes sortes qu'on leur colle. Comme on en est à 28 milliards de leur part, de que ça nous coûte, leur histoire, on va faire un deuxième paquet. Vous allez entendre parler des paquets de représailles. Encore 18 milliards. Tout ça a déjà marché d'une manière merveilleuse avec les Russes, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas dans la merveille avec le reste du monde. Naturellement, tout ça ne fera que créer du désordre. Alors ça peut vous étonner qu'un insoumis, et pas n'importe lequel, vous dise que c'est une attitude ahurissante de faire ça, mais moi j'ai jamais dit que le lendemain du jour on est au pouvoir, hein, parce qu'on a parlé de protectionnisme solidaire, on va foutre 100% de droits de douane sur tout ce qui veut rentrer dans ce pays. On ne fera sûrement pas un truc pareil, parce qu'on est hors d'état de produire ce qui dorénavant est produit ailleurs. Donc il faut faire ça par morceaux, par pans, avec des priorités. Pour moi, la priorité absolue, c'est la souveraineté alimentaire. Ensuite, c'est la souveraineté dans le domaine de la santé. Voilà les axes essentiels. Après, sans quoi, il n'y a pas de population. Bref. Donc, il nous fait ça, pas de riposte. Ils sont tous en train de parler de défense. Mais les entreprises de défense qui sont en train d'être achetés ou par des Américains et par les autres, ils ne les protègent même pas. Comment voulez-vous qu'on les croie? Pourquoi croirions-nous qu'ils sont réellement en train d'organiser un nouveau système de défense? Ça, c'est pour les droits de douane. Et maintenant, la sécurité. Ce n'est pas les Russes qui se préparent à envahir les Danois. C'est les gringos. C'est eux qui ont décidé que le Groenland, qui, jusqu'à ce qu'il prononce son indépendance, est aujourd'hui un territoire danois. C'est eux qui ont dit qu'ils allaient le prendre. Pas les Russes, ni les Chinois. Mais ça compte pas. Parce que
Si c'est papa, l'oncle Sam, bon, c'est pas grave, puis après tout, c'est que de la glace, qu'est-ce que c'est cette histoire, qui c'est qu'il y a là-bas, bon, bref. Mais vous trouvez pas ça énorme? Du matin au soir, ils me bassinent avec la menace russe, et personne n'a été capable de dire ce que l'on compte faire si M. Trump décide d'entrer au Groenland. Si notre président a dit on va envoyer des troupes. On va envoyer des troupes, non? Nous, on va envoyer des troupes pour faire la guerre aux Américains, mais sort de ce corps à la Krivine. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. C'est ahurissant, on va pas faire une chose pareille. C'est pas ça la solution. Et si l'autre dit qu'il veut annexer le Canada, on a dit, bon, le Canada, si vous voulez, le Québec, pas question. Bon, mais je pense pas qu'on en restera une blague, hein. Il faudra quand même bien réagir. Apparemment, eux, les Canadiens, ils ont l'air de prendre ça au sérieux. Mais personne d'autre n'a l'air de prendre ça au sérieux. Comment ça se fait, une chose pareille? Parce que vous pensez tous qu'il ne va pas le faire. Croisez les doigts. Alors pourquoi vous me demandez à moi ce que je pense de la menace russe que je ne vois pas, et que vous vous en foutez d'une que vous connaissez? Pourquoi c'est moi qui dois rendre des comptes? C'est vous qui devrez nous dire. Vous êtes tellement plantés, vous avez tellement cru à vos États-Unis d'Amérique comme votre libérateur, votre protecteur et tout le reste, que c'est vous qui êtes plantés jusque-là. Vous ne savez même plus quoi faire maintenant. Et je lis dans le journal L'Opinion, Mélenchon s'est trompé. Pardon? Je me suis trompé où? Quand? Expliquez-moi voir quand vous n'êtes pas trompé sur ce qu'il y avait lieu de faire pour l'intérêt de notre pays. Donc vous voyez, je vais finir là-dessus. Il y a donc deux mondes, non quatre, un monde virtuel qui existe sur les plateaux de télé, où il y a quelqu'un qui nous menace, mais on ne sait pas où juste, où ailleurs qu'à l'hôpital, et puis un autre qui prétend envahir des pays européens, mais on n'en parle pas. Hein. Bon. Voilà, ça c'est l'écran médiatique. Alors l'autre jour, pour me nuire, alors parce qu'on sait aussi les manipuler, hein, c'est bon, des fois ça rate, hein, mais bon, on prend l'appel dans la figure, mais ça finit toujours par s'arranger au bout d'un moment. Moi j'ai dit l'autre soir, je pense que la place normale de la Russie, c'est en Europe. Bon, si je dis ça moi, alors évidemment j'ai sorti de Gaulle, quoi. C'est toujours plus difficile à manier pour eux. De l'Atlantique à l'Oural. Bah oui, la Russie est un pays européen. Alors il a une partie asiatique aussi, mais si vous voulez vraiment le mettre quelque part, autant qu'il soit avec nous. C'est d'ailleurs la pensée de Trump. Lui, Trump, dès le départ, il pense qu'on n'a pas à s'affronter avec les Russes si on veut aller se battre avec les Chinois. Les Américains, ils connaissent ça d'autant mieux qu'ils ont fait le contraire la dernière fois. Ils ont envoyé Nixon discuter avec Deng Xiaoping pour faire une alliance pour bloquer les Russes, quand la Russie était soviétique. Bon, donc ils connaissent bien cette histoire-là. Ils se battaient entre eux, ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'il y avait lieu de faire. Les démocrates, eux, étaient plutôt anti-russes, mais également anti-chinois, et les républicains, plutôt anti-chinois et pas anti-russes. Bon, alors, on est dans ce contexte. Comme j'ai dit ça, qu'est-ce qu'ils trouvent pour me nuire? Ils mettent sur BFM, je les adore. Ils mettent pour Mélenchon, la Russie doit venir avec l'Europe. Ils se disent... Les animaux qui sont là, à la mangeoire, et qui regardent BFM, se disent « Ah ben Mélenchon, alors, hein, quand même, il veut amener les Russes, ça, on n'en veut pas. » Bon, voilà, c'est ça leur truc. Mais c'est pas du tout ce qui se passe dans la tête des gens, parce que figurez-vous que la masse du peuple français, son niveau culturel, c'est vachement élevé. Hein, même si on dit toujours que c'était mieux avant. Moi, avant, j'y étais, je peux vous dire que c'était pas mieux. Donc, mais bien sûr, alors ils pensent que les gens comprennent rien. N'ont pas d'intelligence, n'ont pas de savoir, n'ont pas de culture, n'ont pas une idée. On n'a pas de famille. Papa n'a pas fait telle guerre, ou le grand-père. On n'a pas rencontré des amis de tel pays. Non, nous sommes comme des animaux à leurs yeux. Donc quand ils nous disent « Russe, abomination, dégoûtant », vous entendez « Russe », vous dites « Abomination, dégoûtant ». Eh ben non, ça c'est le chien de Pavlov, oui, mais pas nous. Pas nous les Français, pas nous. Les gens du commun, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein. Je ne suis pas en train de dire seulement nous, parce qu'on serait supérieurement malin. D'une manière générale, le peuple français apprécie, voit, juge, se fait une idée. Et cette idée, ce n'est pas celle qu'ils mettent en route. Ce n'est pas ça que veulent les Français. Les Français ne veulent pas faire la guerre aux Russes. Et y compris dans l'histoire profonde de ce pays, on se rappelle aussi ce qu'on leur doit. Parce qu'eux, dans la dernière guerre, c'est 20 millions de personnes qu'ils ont perdues au combat. Hein. Donc ce n'est pas rien, la dette que nous avons à l'égard de ce pays, comme on l'a à l'égard des Anglais, qui ont tenu bon les derniers, et heureusement pour nous tous. Donc l'histoire longue des Français ne les pousse pas à la guerre avec les Russes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, moi je mise là-dessus, sur le fait, pour l'instant, les gens ne comprennent rien. Ils ont peur. Eh, mon gosse, il n'ira pas à la guerre. Ou bien, alors le papa,
parce que c'est toujours les mecs qui doivent y aller, mais la prochaine fois, les filles aussi, hein, ne rêvez pas, hein, tout le monde ira. Bon, il n'ira pas faire la guerre. Les gens, en ce moment, ont peur. Ils ont du mal à démêler. C'est pour ça que je dis qu'ils comprennent rien, ils ont du mal à démêler. Mais ils vont démêler. C'est pourquoi vous allez vivre quelques jours pour les insoumis qui sont là, mais vous avez l'habitude maintenant, vous avez le cuir épais, pendant lesquels, bon, là, ils vont recommencer à nous taper dessus. Ça va les occuper encore quelques jours. Puis alors, ils vont sortir tous les chiens enragés qu'ils ont là. Alors, enfin bon, pas de nom, parce qu'après, ça fait des histoires qui sont là. Nous n'avons rien à voir avec eux. Bon, pourquoi? Ben parce que, bon, voilà, d'accord, on a compris. Tous ceux qui non, mais n'ont aucune ligne. Il n'y en a qu'un qui a une ligne, c'est M. Glucksmann. Lui veut la guerre. Bon, très bien, il a le droit. Non, mais il y a un camp belliciste. Il y a des gens, lui, il veut la guerre, et il trouve que c'est bien de faire la guerre aux Russes. Il y a aussi M. Jadot qui veut des tirs en profondeur. Hein. Bon, voilà, ces deux-là, ils veulent... Je parle de la famille de la gauche. Et puis à droite, vous en avez aussi qui veulent la guerre. Mais il y en a plein qui disent, mais on va la faire pourquoi? On n'a pas encore compris pourquoi on va la faire. Mais vous avez vu qu'il y a de la réticence. Donc nous n'avons pas perdu la bataille de la paix. Elle va passer par des chemins improbables, comme d'habitude, une chose, une autre, puis à la fin, ils diront qu'ils ont toujours eu raison contre tout le monde. On a l'habitude de tout ça. Mais ce qui nous importe, c'est pas de guerre. Donc, nous devons, nous les insoumis, nous préparons à assumer le rôle. Nous sommes pour la paix. Beaucoup d'entre nous ne sont pas pacifistes. Nous sommes pacifiques, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pacifiste, c'est toute une vision du monde et une pratique que, pour ma part, je respecte, mais dans laquelle je ne suis pas sûr d'être capable de me tenir. Hein. Une fois, il y en a un qui est venu qui m'a raconté l'histoire de la forêt qu'il avait semée, c'est Toreton. Il croyait que je ne saurais pas le bouquin. Hein. Bon, parce que quand on va faire des études de lettres, pour lui, on n'apprend rien. Mais j'ai au moins appris ça. Alors le gars, il semait une forêt. Et il me dit, ah, vous ne pouvez pas comprendre ça. Je dis, non, je ne peux pas l'admettre. Parce qu'il semait sa forêt quand? Pendant que les nazis nous avaient envahis. Monsieur, quand les nazis nous envahissent, on ne sème pas une forêt, on prend son fusil, on va leur tirer dessus. Voilà, c'est pas pareil. Alors, donc je ne suis pas capable de vous dire, je serai capable d'organiser les choses comme un pacifiste. Et les pacifistes ne sont pas non plus des gens qui se laisseraient faire, hein. Attention. Mais pacifique, oui, une ligne politique pacifique. Pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre. Mes amis, mes camarades, la guerre est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est la pire des choses. La guerre est irréversible. La mort est irréversible. Les massacres sont irréversibles. Il faut tout faire pour empêcher ça. Ne croyez pas les scrogneux, ceux qui font les malins en disant qu'on va faire ci, on va faire là, l'Europe de la défense, ça n'existe pas, tout ça. Il existe un truc qui s'appelle votre pays, votre patrie, qui est capable de prendre des dispositions pour dire aux gens raisonnables, écoutez, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire la guerre. Qui, avec nous, veut dire qu'il ne veut pas faire la guerre? Vous verrez, nous aurons des alliés, nous aurons des gens qui seront d'accord avec les Français, si c'est le discours des Français. Je ne sais pas quoi faire de mieux que de dire c'est le moment de tenir bon et d'expliquer. Il y a un premier temps pendant lequel il faut qu'on explique. Et vraiment, mon mot de la fin, c'est pour vous dire ça. Nous perdons notre temps en ce moment. Nous devrions être en train d'organiser la résistance des sociétés aux conséquences du changement climatique. Si on continue comme on est là, il y aura des températures de 55 degrés en France en 2050. C'est dans 25 ans. C'est une génération. Nous sommes en train de perdre notre temps et notre argent. La somme totale du fric qui est engagé à l'échelle de la planète pour les armes est équivalente exactement à la somme dont on a besoin pour faire la transition énergétique et donc la bifurcation écologique. Et c'est pareil pour le monde, et c'est pareil pour la France. Pardon, pour l'Europe. 300 milliards il nous faudrait. C'est ce que nous coûtent tous les ans les dépenses militaires. Et ils vont faire monter cette somme encore. Nous perdons notre temps. Le vrai danger, la vraie menace, c'est le moment où il fera tellement chaud que ce sera invivable. Et tous les gros malins, avec leurs chars, leurs avions, leurs drones et le reste, ils auront eux aussi la température de 55%. Et une partie de leur beau matériel ne marche pas à des températures pareilles. Parce que quand on a voulu vendre des chars Leclerc à l'Arabie Saoudite, il a fallu d'abord commencer par les démonter de A jusqu'à Z et les remonter dans un autre sens pour qu'ils résistent à la chaleur. Je prends un exemple exagéré, bien sûr, c'est un peu caricatural, mais c'est pour faire réfléchir au fait que toute l'énergie qu'on est en train de dépenser là, c'est pour rien. Ça ne sert à rien qu'à aggraver les problèmes que nous aurons à affronter. Voilà, ma conclusion, c'est que, voilà, comme d'habitude, il faut se mobiliser et se rébeller. Merci.